Bonjour David Dousseau. Bonjour Claude Tron. Tu es directeur adjoint innovation chez eTop Éducation. En quoi consiste ta mission? Alors en fait, ma mission chez eTop, c'est de superviser le développement, c'est-à-dire de faire les choix d'architecture pour nos différents produits et de gérer ce que j'appelle l'opérationnel, c'est-à-dire répartir les tâches, définir comment les développeurs vont travailler. Là, je crois que ces derniers temps, vous avez eu beaucoup de travail parce que vous commercialisez une nouvelle plateforme, OZ. En quoi cette nouvelle plateforme constitue une véritable disruption? Alors c'est une vraie disruption puisque la mission qui nous a été confiée, c'est pas de faire une nouvelle version de l'ENT actuel, ce qu'on aurait pu faire en faisant évoluer les technologies sous-jacentes, en passant aux nouvelles versions. C'est une V4 quoi. C'est ça, mais OZ c'est pas un NetCollege V4, en fait c'est une nouvelle plateforme. Donc on est reparti d'une page blanche, c'est-à-dire repartir des problématiques utilisateurs pour redéfinir en fait les choix technologiques au niveau de cette problématique. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu au fil des années que nos choix initiaux en fait, qui ont quand même garanti le succès d'eTop, nous conduisaient parfois à des limitations pour les utilisateurs, les usages, et qu'il était temps en fait, au vu des nouvelles technologies, de ce qui pouvait s'offrir maintenant à nous, de passer à autre chose, donc de faire la révolution au niveau ENT. Des choix techniques donc issus des progrès technologiques, adaptés en fait à un nouveau produit aux réalités de ce qu'est aujourd'hui l'informatique telle qu'elle est pratiquée par les grands groupes. C'est ça, et même par rapport aux géants du web, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré en fait de ce que faisaient les géants du web comme Facebook. Donc par exemple, une des grosses ruptures de hausse, c'est la gestion des données. C'est-à-dire qu'initialement, en fait, on a réussi à avoir une croissance, une montée en charge de nos applications en segmentant les données, puisqu'on a des données de plus en plus complexes dans un établissement, on a des centaines de tables en base de données relationnelles. Donc pour ne pas avoir d'effet d'échelle qui ferait chuter finalement les temps d'accès, ce qu'on a fait historiquement, c'est qu'on a cloisonné les projets entre eux, on a cloisonné pour certaines choses, par exemple pour la vie scolaire, les bases de données des établissements. Je prends un exemple, un élève qui est dans le lycée X, l'ensemble des données de cet élève se trouve cloisonné sur un serveur particulier. Le jour où cet élève est aussi scolarisé ou pas scolarisé dans un autre établissement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'actuellement, l'élève n'est pas migré entièrement dans l'autre établissement, c'est-à-dire qu'il va être désactivé de l'ancien établissement, recréé dans le nouveau. Alors on a certaines de ces informations qui vont suivre, ces fichiers de données personnelles, mais par exemple ces dossiers de notes d'absence, actuellement c'est très compliqué parce que les structures sont différentes et que les bases vie scolaire sont cloisonnées. Or on est dans un monde qui bouge, où maintenant ces changements sont très fréquents, et ça devenait limitant pour nos utilisateurs. On a plein d'exemples de ce type. Donc l'idée en fait c'était tout d'abord de décloisonner, donc pouvoir faire en sorte de suivre un élève tout au long de sa scolarité, donc quand il passe du collège au lycée, s'il change de collège en cours d'année, et on a même poussé le concept plus loin, c'est-à-dire que si on a un élève qui passe de l'académie de Strasbourg à l'académie de Clermont-Ferrand, de manière transparente, son dossier va suivre sans qu'on ait rien à faire. Sauf que là, on accroît considérablement la quantité de données et sa gestion, on rentre véritablement dans le big data. C'est ça, donc on est en big data, c'est plus gérable avec des solutions transactionnelles SQL, relationnelles classiques. Donc on a dû passer à autre chose, donc on est passé aux bases NoSQL et donc à MongoDB pour le citer, qui nous permet en fait d'avoir ce qu'on appelle une montée en charge technique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de cloisonner les serveurs entre eux, dire un serveur va gérer l'Alsace, un autre l'Auvergne. Mais en fait, automatiquement, ces technologies de base de données permettent de répartir la charge sur plusieurs serveurs. Et quand on ajoute des établissements qu'on a besoin de plus de puissance, on ajoute des serveurs. Voilà, on ajoute des serveurs. Automatiquement, les données vont se répartir sans qu'on ait rien à faire. En fait. C'est une intelligence de gestion de données par le système. C'est ça, c'est-à-dire le système est capable de croître, d'avoir ce qu'on appelle une scalabilité horizontale. C'est-à-dire on ajoute des serveurs et automatiquement les données se répartissent. Et ça, au niveau fonctionnel aussi, ça ouvre vraiment un grand champ des possibles également, puisqu'on va pouvoir, par exemple, créer des espaces de coopération, non seulement
entre les établissements d'une même académie, d'un même projet ENT comme on le fait actuellement, mais entre différents projets ENT. On n'a plus de frontières, de limites par rapport à ça. Donc, premier problème, ça nécessitait bien de ne pas faire une V4. Il fallait vraiment tout changer. C'est ça, donc changer complètement notre façon de gérer les données. Ça, c'est le premier point. Un autre point? Alors le deuxième point, c'est la manière dont on gère l'interface utilisateur. C'est-à-dire qu'historiquement, les solutions web, vous avez une répartition des tâches entre le poste utilisateur, son navigateur et le serveur qui est la suivante. C'est-à-dire le serveur va prendre des données, à partir de ça, il va générer une page web, si je résume, qui va être envoyée au navigateur. Le navigateur interprète le HTML, affiche la page. L'utilisateur peut saisir des données, valide son formulaire, l'ensemble des données est envoyé au serveur et on a une nouvelle page résultat. Donc au fur et à mesure des années, on a rajouté des technologies comme Ajax qui permettent d'avoir une navigation un peu plus fluide côté utilisateur, mais qui n'était pas complètement aboutie. Là, l'idée maintenant, c'est de tirer vraiment parti de la puissance du poste client qui a considérablement évolué, sachant que les moteurs des navigateurs, maintenant un navigateur c'est une véritable plateforme de développement et d'exécution. Donc on tire vraiment parti de la puissance des dernières générations de navigateurs web pour avoir une répartition plus équilibrée. C'est-à-dire que le serveur désormais va s'occuper uniquement des données, la gestion métier. Donc c'est purement toutes nos règles métiers, qu'est-ce qu'une note, une absence, comment ça interagit. Et côté utilisateur, on va tirer parti de la puissance du poste utilisateur pour réaliser tout l'affichage. C'est-à-dire que OSE, on charge la page, on charge OSE au départ et plus jamais on va gérer une page web. On reste dans la même page qui va s'adapter automatiquement et qui va simplement échanger des données avec le serveur. Ce qui fait que l'avantage, c'est que le flux de données est considérablement réduit puisqu'on n'échange plus que les données qui varient en fait selon la navigation utilisateur. On n'a pas besoin de recharger toute la page et ça donne vraiment pour l'utilisateur une expérience qui est sans commune mesure puisqu'il ne voit plus de rafraîchissement de page. Ça nous donne une interface très réactive comme si c'était une application client. Et il faut savoir que ça fonctionne même sur mobile même un smartphone actuellement a une puissance considérable. Donc le jeune par exemple le matin, il ouvre son smartphone. Tout à fait. Donc, il peut ouvrir son smartphone en se levant, comme ils le font aujourd'hui, sachant que l'interface... Alors aujourd'hui, des fois, il faut dézoomer pour trouver la bonne information. Ça fonctionne sur mobile, mais ce n'était pas orienté mobile au départ. Aujourd'hui, en fait, l'application est faite pour s'adapter complètement à l'utilisateur. Donc elle prend automatiquement la largeur du smartphone, elle s'adapte et on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut tirer profit avec les Progressive Web Apps de la puissance du navigateur, même des données locales au navigateur. Donc le jeune, le matin, il va se connecter, avec le Wi-Fi de la maison, télécharger les données, et si dans le bus, il n'a pas de forfait data, il pourra continuer à consulter son emploi du temps, son cahier de texte, sa journée. Qui est sur son smartphone. Tout à fait, donc on a tiré partie du smartphone, sa puissance, et quand il sera reconnecté, les nouvelles informations apparaîtront. Mise à jour. Voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont 3 points clés, on va dire, de OSE. Alors, on aurait beaucoup d'autres. Si je comprends bien, eTop se lance dans la commercialisation d'un produit tout à fait nouveau. Les concurrents vont devoir s'atteler derrière vous, non? Tout à fait, c'est complètement disruptif. C'est-à-dire qu'on a des concurrents qui disent avoir révolutionné leur ONT, mais qui, en fait, ont mis une couche de peinture, et voilà, fait une surcouche par rapport à leur développement actuel. Là, ce qui était vraiment, on va dire, risqué, ambitieux au niveau d'eTop, c'était de repartir d'une page blanche et des technologies d'aujourd'hui et de ne pas faire du replâtrage sur d'anciennes technologies. Donc pour l'instant, je pense, aller si loin dans les technologies, on est les seuls. Mais ça va très vite, le monde de l'informatique, donc je ne doute pas que d'autres progresseront également. Toutes les entreprises ont besoin de tirer profit des progrès technologiques pour faire en sorte de rester dans le coup. Oui, je pense, et le danger, en fait, c'est surtout quand on est leader sur le marché comme eTop, c'est quelque part de se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'on aurait pu continuer à faire évoluer notre solution, mais on allait finir, je pense, par arriver à une impasse et avoir un nouvel acteur qui, d'un coup, débarque et révolutionne tout.
C'est un peu, je ne sais pas si on peut le citer, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour Kodak. Yahoo, pour Kodak par exemple. Kodak qui avait vu la photo numérique, mais c'était une telle rupture en fait, tout était basé sur la chimie, les usines, etc., qu'ils n'y sont pas allés et finalement on a vu le résultat. Ou c'est ce qu'on a eu avec Yahoo et Google par exemple, voilà, le danger il est là. Merci beaucoup David Dussault. Merci Claude.